Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 29 août 2024 et en même temps, comme promis, je vais vous faire un petit résumé des faits marquants du SmackDown de la semaine dernière, car comme vous le savez, je n'étais pas présent le week-end dernier et justement par rapport à ça, mon vlog sur All In va sortir ce lundi et pour info, il y aura plus de 30 minutes d'extrait des 3 shows où j'étais à Londres. J'ai vraiment essayé de vous faire un méga vlog, donc j'espère que vous allez apprécier ça. Et pour info, vous aurez également mes impressions par rapport au show All In dans le vlog. Et donc directement, on va passer au résumé des faits marquants de SmackDown de la semaine dernière. On a eu 2 gros faits marquants la semaine dernière et le premier concerne la Bloodline, la nouvelle Bloodline qui fait son entrée pendant le milieu du show pour un petit speech. Donc comme d'habitude, vous avez Solo Sikoa qui demande au public de le reconnaître et il nous explique également que la Bloodline s'est débarrassée de Roman Reigns car pour rappel il y a 2 semaines ils l'ont fait passer à travers une table. Donc encore une fois Solo Sikoa nous explique que dorénavant c'est lui le chef tribal et peu importe qui sera le champion undisputed après Bash in Berlin, et bien cette personne sera la prochaine cible, la prochaine victime de Solo Sikoa qui veut à tout prix mettre les mains sur le titre undisputed. Mais surtout derrière vous avez Solo Sikoa qui se retourne vers Jacob Fatu. Et là, il commence à lui parler des titres par équipe et il demande à Jacob Fatu de lui remettre sa ceinture de champion par équipe. Et là, vous avez Jacob Fatu qui est un petit peu étonné, il ne comprend pas, mais au final, il obéit à Solo Sikoa. Donc là, il veut lui donner le titre, mais au dernier moment, Solo Sikoa change d'avis et là, il ordonne à Jacob Fatu de donner le titre par équipe, non pas à lui, mais à Tonga Loa. Donc encore une fois, Jacob Fatu ne comprend pas trop, il n'avait pas l'air vraiment très content, mais il se retourne et il donne le titre par équipe à Tonga Loa, et derrière Solo Sikoa s'explique. Solo Sikoa dit que Jacob Fatu ne peut pas être champion par équipe, et en même temps son enforcer personnel. Donc Jacob Fatu doit donner le titre par équipe à Tonga Loa afin de pouvoir pleinement se concentrer sur la protection de Solo Sikoa. Et donc c'était intéressant car pour la première fois on avait l'impression qu'il y avait des tensions entre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Donc peut-être que ça va être la suite de la storyline, peut-être que c'est ce que les bookers souhaitent. Mais à côté de ça, d'après plusieurs médias américains, il y avait une autre explication par rapport à ce segment. C'est qu'apparemment Jacob Fatu n'a pas encore reçu le feu vert des médecins pour pouvoir catcher un match complet. Et c'est pour cette raison qu'il aurait donné le titre à Tonga Loa pour éviter de devoir catcher juste après, car justement derrière on a enchaîné avec Tonga Loa et Tama Tonga qui ont battu les Street Profits pour les titres par équipe. Et il faut savoir qu'à la fin du segment, Solo Sikoa a distrait l'arbitre et pendant ce temps, Jacob Fatu a attaqué Angelo Dawkins et Montez Ford, ce qui a permis à Tama Tonga derrière d'enchaîner avec le Flatliner pour la victoire. Donc on va suivre de près ce qui se passe au sein de la nouvelle Bloodline, mais ce n'est pas tout car à la fin du show, lors du main event, on a Cody Rhodes et Kevin Owens qui ont battu Austin Theory et Grayson Waller. Mais après le match, vous avez Kevin Owens et Cody qui sont dans le ring et là Kevin Owens chope la ceinture de champion undisputed et pendant un instant, on pense qu'il va frapper Cody Rhodes, mais au dernier moment, Cody Rhodes se retourne. Et là, au final, Kevin Owens fonce sur lui, il lui donne la ceinture et il commence à trash talk Austin Theory et Grayson Waller, mais pendant un instant, on a vraiment cru que Kevin Owens allait frapper Cody Rhodes, et clairement Cody Rhodes aussi, car jusqu'à la fin du show, il regarde Kevin Owens bizarrement d'un air suspect, donc même Cody Rhodes n'a plus vraiment l'air de faire totalement confiance à Kevin Owens. Donc maintenant on passe au résultat de SmackDown de hier soir qui pour rappel avait lieu à Berlin et le show démarre avec l'entrée de LA Knight car LA Knight avait annoncé qu'il aurait un Open Challenge lors de SmackDown, donc là il attend son adversaire et c'est Ludwig Kaiser qui fait son entrée pour avoir son beau moment en Allemagne, car on rappelle bien entendu que Ludwig Kaiser est allemand, donc bien entendu hier soir, il avait totalement le soutien de la foule. Mais attention, je précise également que la foule ne s'est pas retournée contre LA Knight, et pendant le match, la foule était pour les deux, et donc au final, au bout d'une quinzaine de minutes, au bout d'un bon match où Ludwig Kaiser a pu montrer de quoi il était capable, il a pris le BFT, le finisher de LA Knight, pour la victoire. Donc LA Knight conserve le titre US. Puis on enchaîne avec un tag team match avec Los Garza, Angel et Berto accompagnés par Santos Escobar et Elektra qui ont battu Apollo Crews et Baron Corbin. Alors là, la seule petite remarque que j'ai par rapport à ce match, c'est que je ne comprends toujours pas l'équipe Baron Corbin et Apollo Crews. Pour moi, c'est vraiment le délire. On n'a aucun plan pour toi, on n'a aucun plan pour toi, on ne sait pas quoi faire de vous, donc au final, on vous fout ensemble. Et habituellement, ce genre d'équipe, ça va pas marcher, surtout si on les push pas. Et là, Corbin et Crews, on les a vus il y a quelques semaines, puis ils ont redisparu pendant plusieurs semaines. Et là, ils réapparaissent à SmackDown, mais pour une défaite. Honnêtement, c'est dommage, parce qu'on sait que ces deux catcheurs ont un potentiel, ils ont du potentiel. Mais là, la WWE n'utilise pas du tout ce potentiel correctement.
Puis on enchaîne avec une petite promo posée de la Bloodline autour de la table. J'aime beaucoup ces promos de Solo Sikoa, je trouve qu'elles sont différentes et qu'elles le rendent un petit peu plus imposant. Et donc pendant la vignette, on a Solo Sikoa qui nous parle du futur match de la Bloodline contre DIY et les Street Profits. Et là, Solo Sikoa nous parle un petit peu de la Bloodline et il nous rappelle que depuis qu'il a pris le pouvoir, il s'est débarrassé de son frère Jimmy Uso, il s'est débarrassé ensuite du Wise Man Paul Heyman, puis il s'est débarrassé du OTC Roman Reigns. Et là, Solo Sikoa explique à DIY et aux Street Profits, si j'ai fait ça à ma propre famille, imaginez ce qu'on sera prêt à faire à vous. Imaginez ce que nous quatre, on peut vous faire potentiellement. Et encore une fois, comme la semaine précédente, Solo Sikoa répète que peu importe qui va remporter le match entre Cody et Kevin Owens, derrière, le chef tribal viendra récupérer le titre Undisputed. Et vraiment, j'insiste sur le fait que ces petites vignettes de la Bloodline sont méga stylées et ça apporte quelque chose au clan. Puis on enchaîne avec un gros segment car on a Nick Aldis dans le ring qui attend Kevin Owens et Cody Rhodes pour le dernier face-à-face juste avant Bash in Berlin. Donc Kevin Owens fait son entrée, Cody Rhodes fait son entrée. Et là, Kevin Owens demande à Cody, alors, de quoi veux-tu parler? Et à la base, Cody Rhodes dit qu'il veut parler de ce titre, du titre Undisputed, qui est le titre le plus important dans le monde du catch. Mais Kevin Owens veut parler d'autre chose. Et là, Kevin Owens nous dit qu'il veut parler du genou de Cody Rhodes, car apparemment, ces derniers jours, lors de la tournée européenne, Cody Rhodes se serait fait mal au genou. Mais là, vous avez Cody Rhodes qui répond que non, tout va bien, son genou n'a aucun souci. Et il demande à Kevin Owens pourquoi est-ce qu'il parle de ça, et est-ce que Kevin Owens est encore une fois en train d'essayer d'éviter le match pour le titre Undisputed, parce que comme Kevin Owens l'avait dit il y a 3 semaines, il ne pense pas qu'il mérite ce match. Mais là, Kevin Owens répond que non, ce n'est pas du tout ça le problème, ce n'est pas qu'il ne pense pas qu'il mérite ce match, mais là, Kevin Owens change encore de sujet, et il nous dit que hier, ça fait 8 ans qu'il avait remporté le titre universel. Et Kevin Owens explique que quand il avait remporté le titre universel, ça aurait dû être le sommet de sa carrière, il aurait dû être heureux, mais derrière, il ne l'était pas car tout le monde est venu le voir en disant que la seule raison pour laquelle il a remporté le titre, c'est parce qu'il est le poulain Triple H, c'est grâce à Triple H. Et donc ça a énervé Kevin Owens s'il n'a pas pu profiter de sa victoire pleinement, et donc il nous explique qu'il veut éviter que ça se reproduise lors de Bash in Berlin. C'est pour cette raison qu'il demande à Cody s'il va bien et qu'il est à 100%, car il ne veut surtout pas affronter un Cody Rhodes qui ne sera pas à 100%, car s'il bat un Cody qui est blessé, alors encore une fois tout le monde va lui dire qu'il ne mérite pas d'être champion, et que la seule raison pour laquelle il a battu Cody Rhodes, c'est parce que Cody était blessé. Mais là, vous avez Cody Rhodes qui s'énerve et il n'apprécie pas le fait que Kevin Owens parle de Bash in Berlin en annonçant déjà sa victoire comme s'il avait déjà gagné. Cody Rhodes nous explique qu'il va garder son titre lors de Bash in Berlin, mais la grande question c'est est-ce que derrière, une fois qu'il aura battu Kevin Owens, est-ce qu'ils seront toujours amis après ça? Car Cody Rhodes explique que Kevin Owens est l'un de ses rares vrais amis dans le monde du catch, et il veut garder cette amitié, mais il se demande si Kevin Owens sera toujours son ami une fois qu'il l'aura battu. Et donc là, on attend la réponse de Kevin Owens avec impatience, on sent qu'il est en train de bouillir, mais au final, il jette le micro, il se rapproche de Cody, il lui chuchote quelque chose à l'oreille, puis il s'en va et il quitte le ring. Donc suspense total, on ne sait pas ce qui va se passer lors de Bash in Berlin, mais en tout cas, on se demande de plus en plus, est-ce que Kevin Owens va se retourner contre Cody Rhodes? Est-ce qu'il va le trahir pendant le match ou à la fin du match? Est-ce qu'on aura le heel turn de Kevin Owens à Bash in Berlin? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on passe en coulisses, on retrouve Baron Corbin et Apollo Crews qui sont un petit peu dégoûtés après leur défaite. Et là, vous avez Grayson Waller et Austin Theory qui débarquent. Et Grayson Waller qui se moque du duo. Il se moque de Corbin et Apollo Crews en disant que tout est en train de s'effondrer pour eux. C'est littéralement une catastrophe. Et forcément, ça énerve Corbin. Sauf que là, au lieu de s'énerver contre Grayson Waller, Corbin confronte Austin Theory. Et du coup, Austin Theory ne recule pas. Mais une fois que Corbin et Apollo Crews sont partis, Austin Theory commence à engueuler Grayson Waller car il explique que ces dernières semaines, à chaque fois, Grayson Waller cherche la merde avec quelqu'un et derrière, à chaque fois, ça retombe sur le pauvre Austin Theory. Donc Austin Theory dit que Grayson Waller vient de dire que les choses sont en train de s'effondrer pour Baron Corbin et Apollo Crews. Mais en vérité, Theory se demande si les choses ne sont pas en train de s'effondrer pour Grayson Waller et lui. Donc il est potentiellement en train de parler de la fin de leur équipe. Mais là, d'un coup, vous avez Grayson Waller qui devient sérieux et il s'excuse. Il explique à Austin Theory que malheureusement, toute sa famille et ses amis sont en Australie, donc il est seul aux États-Unis. Mais habituellement, justement, avec sa famille, ils aiment bien se blâmer, ils aiment bien s'embêter. Et c'est pour ça qu'il embête tout le temps Austin Theory. Mais la vérité, c'est que Austin Theory est son meilleur ami. Et là, vous avez Grayson Waller qui propose une poignée de main.
Austin Theory hésite un petit peu, mais au final, il serre la main de Grayson Waller. Donc tout va bien à la fin de ce segment, mais on sent clairement que c'est bientôt la fin du duo Grayson Waller-Austin Theory. Et honnêtement, j'ai hâte de voir la potentielle rivalité qu'on aura entre ces deux catcheurs, car ces deux catcheurs ont le potentiel pour être le futur de la WWE. Puis on enchaîne avec Andrade contre Carmelo Hayes pour la 4e fois ces dernières semaines. Alors pour vous résumer un petit peu ce qui se passe entre ces deux catcheurs, à la base, vous avez Andrade qui a battu 2 fois Carmelo, ce qui fait que les gens commençaient un petit peu à se moquer de Carmelo en coulisses. Mais au final, il y a 2 semaines, Carmelo a battu Andrade pour la première fois. Donc là, ils étaient à 2-1 et hier soir, on a eu le 4e match où au bout d'une dizaine de minutes, vous avez Carmelo qui a porté le Nothing But Net pour la victoire. Donc Carmelo remporte le match et dorénavant, ils sont à 2 partout. Ce qui fait que j'imagine que lors des prochaines semaines, on aura bien entendu le 5e match. Puis on passe au main event avec Nia Jax qui défend son titre contre Michin dans un street fight. Donc bien entendu, on a eu plusieurs âmes pendant le match. Déjà, on a Michin qui a démarré directement avec un kendo stick. Et ensuite, on a eu des chaises, des poubelles et également 2 tables qui ont été utilisées pendant le match. Et du coup, pour la première table, c'est Michin qui a fait passer Nia Jax à travers la table avec un énorme powerbomb. Sauf que quelques minutes plus tard, alors que les deux catcheuses sont à terre, vous avez la musique de Tiffany Stratton qui démarre. Et Tiffany Stratton qui court vers le ring avec sa mallette Money in the Bank, apparemment pour encaisser. Donc elle monte sur le ring, elle frappe Michin. Et là, elle commence à hésiter, elle regarde la foule, et la foule encourage Tiffany Stratton à encaisser, mais d'un coup, alors qu'elle allait donner sa mallette à l'arbitre, elle se tourne et elle voit Nia Jax. Nia Jax qui n'est pas contente et qui ne comprend pas ce qui se passe. Et là, d'un coup, Tiffany Stratton change totalement d'avis et elle fait comme si elle ne voulait pas encaisser. À la place, elle prend sa mallette et elle frappe encore une fois Michin. Puis elle place Nia Jax sur Michin pour effectuer le tombé. Mais là, Michin se dégage au compte de 2. Et donc là, vous avez Tiffany Stratton qui va encore s'acharner sur Michin. Mais d'un coup, vous avez la musique de Bayley qui retentit. Bayley qui effectue son retour pour attaquer Tiffany Stratton et les deux catcheuses s'en vont en se battant à travers la foule. Pendant que les commentateurs nous rappellent que c'est à cause de Tiffany Stratton que Bayley avait perdu le titre. Donc c'est pour cette raison que Bayley est revenu se venger. Et pendant ce temps, le combat reprend dans le ring. Et au bout de quelques instants, vous avez Nia Jax qui réussit à porter un Samoan Drop sur Michin à travers la seconde table qui était dans le ring. Et ensuite, Nia Jax ramène Michin dans le coin pour lui porter son finisher pour la victoire. Donc Nia Jax conserve son titre. Mais après le match, on peut voir qu'elle est très énervée. Et là, vous avez Michael Cole qui se demande est-ce que Nia Jax est énervée parce que Michin a fait un gros match ou est-ce que Nia Jax est énervée parce que potentiellement Tiffany Stratton a les cash-in. Donc c'est la fin de SmackDown et honnêtement, le show d'hier soir était plutôt mid, plutôt moyen, comme c'est souvent le cas juste avant un PLE. On a tout de même eu de beaux moments, notamment Ludwig Kaiser qui a pu avoir son moment à Berlin devant son public. Perso, j'ai vraiment kiffé pour lui. Le face-à-face également entre Cody et Kevin Owens était vraiment pas mal. Et à la fin, la petite tentative de cash-in de Tiffany Stratton, même si c'était pas vraiment une tentative, ça a amené un petit peu d'excitation à la fin de SmackDown. Donc ça, c'était vraiment cool. Et justement, j'espère également qu'on aura de l'excitation demain lors de Bash in Berlin. Car dans ma vidéo pronostic, je vous ai parlé de 2 gros problèmes qu'a actuellement la WWE. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne m'ont pas compris malheureusement. Le premier problème dont j'ai parlé, c'est le fait que malheureusement les PLE secondaires commencent à devenir vraiment bof et qu'il se passe rien au niveau des PLE secondaires. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont répondu oui Ali, mais c'est pas nouveau. Alors bien entendu les gars, je sais que c'est pas nouveau, mais là le truc c'est que selon moi, et je suis la WWE depuis plus de 30 ans, mais là selon moi ça commence à devenir vraiment grave et ça s'explique tout simplement, ça s'explique mathématiquement à cause des titres. Car la WWE a changé de stratégie par rapport aux titres principaux et secondaires, on a beaucoup moins de changements de titres qu'on avait il y a par exemple 10 ans ou 15 ans, et du coup la conséquence c'est qu'il y a beaucoup moins d'excitation lors des choses secondaires, car à l'époque, il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, on pouvait avoir un changement de titre US ou de titre intercontinental, voire même les titres mondiaux lors des PLE secondaires, par exemple sous l'ère de John Cena, ça arrivait fréquemment. Mais là malheureusement ça n'arrive plus car depuis 3-4 ans, la WWE essaie à nouveau de consolider on va dire les titres, à nouveau de crédibiliser les titres, et du coup il y a beaucoup moins de changements de titres. Donc d'un côté c'est bien parce que ça nous donne de gros champions, mais d'un autre côté ça tue un petit peu l'excitation des shows secondaires. Et l'autre problème dont j'avais parlé, c'est le manque de variété au niveau des prises actuellement à la WWE, et là encore une fois des gens m'ont répondu en me disant mais Ali c'est normal, c'est le style WWE. Alors bien entendu je suis d'accord et je suis au courant, mais encore une fois si là moi je souligne ce problème, c'est que pour moi là on a atteint un autre niveau. Car bien entendu la WWE a toujours eu un style où elle bride un petit peu ses catcheurs, mais là outre le fait de brider ses catcheurs, le gros problème c'est que pour moi parfois on retrouve les mêmes prises dans plusieurs matchs à la suite, et ça c'est nouveau. Ce n'était pas le cas pour moi ces dernières années, ou en tout cas ce n'était pas autant le cas, alors qu'à SummerSlam c'était vraiment frappant comme je l'ai expliqué, que parfois on a exactement les mêmes prises dans plusieurs matchs à la suite, donc il faut juste un petit peu de variété. Je sais
bien entendu que ces problèmes existaient déjà à la WWE, mais si là j'en parle, c'est parce que pour moi, ces problèmes sont en train d'atteindre un autre niveau. Et donc, dernier message pour ceux qui regardent cette vidéo dès qu'elle sort samedi, je rappelle que dans quelques heures, je suis en direct sur Twitch à partir de 18h30 pour le live réaction Bash in Berlin. Le show démarrera à 19h heure française et comme d'habitude, je vais vous commenter le PLE en direct. Donc je vous attends sur la chaîne Twitch Catch Club et pour tous ceux qui ne pourront pas être là, bien entendu, je sortirai un résumé de Bash in Berlin dimanche sur YouTube. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!